remercier beaucoup l'Observatoire de la diversité culturelle de m'avoir invité. Remercier tous les intervenants et participants pour leurs questions, les questions soulevées, les débats engagés, les idées apportées, c'est d'une très grande richesse. Et je crois que nous sommes là dans un thème qui est en fait un thème très difficile à trancher, à traiter, l'articulation de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations, si j'ai bien compris. Donc ma mission était de faire une conclusion en reprenant des points, en essayant de faire, de faire émerger des débats qui ont eu lieu et des présentations qui ont été faites toute la journée, des différents points qu'il faudrait lister pour se dire, ben voilà, ce sont des chantiers, des enjeux, et cela pourrait arriver à des propositions. Donc nous en avons déjà discuté avec Thibaut et Fulvio sur des idées qui pourraient donner lieu à des propositions, même si c'est très difficile, je trouve, d'avoir cette mission, d'abord de noter tous les débats pendant toute la journée. Donc en fait là, je suis dans une ébullition et un contact avec mon ordinateur un peu rapproché, c'est-à-dire que j'ai noté beaucoup de choses, j'ai colorié, je me suis dit ça c'est important, ça c'est pas important, donc peut-être que j'ai mal fait mon travail, parce que j'en ai un peu trop, justement, dans la tête. Donc j'espère que je vais arriver à être clair. Et d'autre part, la difficulté, c'est que de sortir d'un débat qui, à mon avis, est un véritable débat, on a montré les points où finalement ça fait mal, où c'est pas évident de trancher, avec des propositions, ça risquerait d'arriver à des propositions consensuelles, comme souvent, et des propositions consensuelles englobantes, aplatissantes, qui feraient que tout le monde s'y retrouverait, alors que je crois que là, nous sommes tous sur la même ligne, c'est-à-dire que nous avons peut-être des débats internes, des questions de nuances, mais nous n'oublions pas que nous avons en face de nous, que ce soit en France ou dans d'autres pays, des gens qui ne sont pas du tout sur la même ligne. Et que donc l'idée de formuler des propositions doit aussi avoir, je ne sais pas comment dirais-je, un effet d'alerte, ou en tout cas de dire, voilà, il y a des municipalités où il faut continuer, ou aider les gens qui sont maintenant en situation de minorité à faire un travail dans ce sens. Alors Thibaut m'a proposé de réagir aussi avant d'en arriver à ces propositions avec les idées que j'ai en général, donc peut-être que je me présente, que je dise un peu ce que je fais comme travail et quels sont les domaines de mes recherches. Donc moi, ma spécialité, c'est la question des migrations internationales. Donc j'ai travaillé sur un autre pays, sur l'Italie, et sur des migrants qui sont est-européens, donc des Polonais, des Roumains, des Ukrainiens. Je me suis intéressé aux questions de travail, c'est-à-dire dans quel marché du travail on s'insère, aux questions des discriminations qui sont à l'œuvre, mais aussi à la subversion ou au retournement de ces discriminations, c'est-à-dire comment, dans une situation de précarité, on fait avec. Voilà, les stigmates qu'on a, parfois on peut les revaloriser dans un rapport de domination qui est un peu particulier. Je me suis intéressé aux questions de genre, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le travail domestique, donc la question du genre et des discriminations sexuées et des stéréotypes me sont apparus centrales. Et après, plus tard dans mon travail, j'ai essayé de connecter ces questions migratoires avec les questions urbaines, c'est-à-dire de transformation urbaine, et des questions de politique de rénovation urbaine actuelle qui sont compliquées et qui en fait engagent ce qu'on appelle le changement social urbain dans beaucoup de quartiers. Et là, je crois qu'on l'a touché d'assez près avec cette question de diversité culturelle, parce que finalement, c'est une question qui touche beaucoup au changement social dans les quartiers anciennement ouvriers, populaires ou immigrés. Et troisièmement, après, je me suis intéressé aux politiques migratoires européennes pour essayer de décrypter ce qu'il y avait dans l'espace Schengen, comment ça s'était produit. Et depuis, je suis sur des chantiers de recherche, donc des petits programmes, enfin qui ne sont pas des petits programmes, sur des municipalités qui ne sont pas très loin d'ici, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, et le nord du 19e arrondissement, sur les questions notamment de commerce, c'est-à-dire quelle est la place des commerces populaires et immigrés dans des quartiers populaires avec une forte proportion de population issue de l'immigration, et pour montrer qu'en fait, les politiques de renouvellement urbain, en général, ignorent, volontairement ou pas, je ne pense pas que ce soit volontaire, je ne sais pas, l'importance des petits commerces immigrés et populaires dans des quartiers qui ne sont pas riches, et des ressources, ce qu'on appelle les ressources de la proximité, c'est-à-dire pour désenchanter un peu tout le discours sur la mobilité qu'on a eu pendant quelques années. Voilà, maintenant je me suis présenté. Donc ce qui m'a beaucoup marqué dans ce travail, dans les réflexions d'aujourd'hui, c'est d'abord qu'il y a une notion qui est extrêmement fréquente et qu'on n'a pas beaucoup entendue aujourd'hui, et je pense que c'est plutôt un bon signe, enfin je ne sais pas, c'est le signe de quelque chose, c'est que finalement le mot multiculturalisme n'est pas revenu si souvent que ça. Et je pense que dans la mesure où il a été pas mal instrumentalisé en tant que multiculturalisme enchanté, de nouveaux quartiers cosmopolites, voilà, des nouveaux cosmopolitismes qu'on n'interroge pas de très près sur ce qu'ils recouvrent comme inégalité, notamment dans les quartiers qu'on appelle gentrifiés ou en train de se gentrifier, c'est-à-dire où on a une classe moyenne qui est en train de remplacer les classes populaires précédentes.
Je pense que ça, c'est important de voir que le multiculturalisme, quand on pose les vraies questions de la diversité culturelle, n'est pas une question enchantée, justement, et qu'au contraire, il faut le mettre en contexte avec des questions qui sont des questions économiques, des questions qui sont liées au budget des municipalités et des questions qui sont liées aux entreprises privées, comme on l'a vu à l'instant. C'est-à-dire que dans les entreprises privées, même très grosses, et même certaines qu'on pourrait appeler des firmes multinationales, finalement, cette question de la diversité culturelle n'est pas toujours un argument de labellisation ou un argument facile de labellisation pour juste simplement l'image de l'entreprise. Il y a un véritable travail derrière. Deuxième élément, finalement, ce qui m'est apparu des débats et surtout de la matinée, mais non aussi cet après-midi, c'est que la culture, quand on le prend au sens propre, il y a quelque chose qui a à voir avec l'émancipation des gens, des individus, de la construction de soi-même. Et ce que j'ai ressenti de très important, c'est l'idée de l'expérience. C'est que finalement, l'expérience de la pratique culturelle, ça doit vraiment être fait. On ne peut pas juste se contenter de discours sur la diversité culturelle. Et deuxièmement, l'expérience de la conduite ou de l'accompagnement de la pratique culturelle avec tous les acteurs qui étaient ici présents. Il me semble que c'est quelque chose qui a été très important pour montrer que la culture, quand on en fait vraiment, c'est-à-dire quand on fait de la pratique, quelle qu'elle soit, linguistique, culturelle, artistique, créative ou autre, finalement on se rend compte que ça permet d'avoir des éléments pour éviter que cette fameuse culture et que cette fameuse diversité ne soit instrumentalisée à d'autres fins, en particulier pour le profit ou pour l'intérêt, que ce soit de groupes sociaux dominants ou d'acteurs ou d'instances qui sont en position dominante. Ce qui est apparu aussi, c'est que finalement la discussion sur le statut de la culture n'est pas du tout réglée et que là, on les a vraiment posé les questions, c'est-à-dire entre culture populaire, culture savante, culture de masse, culture au sens anthropologique, comme ça a été évoqué ce matin. Et moi, ce qui m'est apparu, c'est que finalement, cette question de la culture suppose l'accès à de la connaissance et qu'on ne peut pas faire l'évacuation de cette connaissance, donc à la formation, à l'éducation, etc., mais aussi à une certaine discipline, au sens où c'était ce que les musiciens d'aujourd'hui nous ont montré, c'est que oui, ça se travaille, il faut du travail, et il ne faut pas renoncer à l'idée que tout le monde peut travailler son activité artistique, quelle qu'elle soit, pour accéder à quelque chose. Et la troisième idée qui m'est venue, c'est que finalement, quand on parle de culture savante, on dit souvent que c'est des cultures d'élite et que ce n'est pas du tout le problème de la question de la diversité culturelle. Il ne me semble pas. Finalement, les cultures savantes ont leur place dans la démocratisation de la culture et dans l'éducation populaire. Les cultures savantes, si j'ai bien compris, ne sont pas que blanches, et les cultures non blanches ne sont pas toutes populaires. Donc je crois que ça c'est important de montrer qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas parce que les gens sont immigrés qu'ils n'ont forcément pas envie, ou pas besoin, ou pas d'intérêt à accéder à la culture savante, quelle qu'elle soit. Pas forcément occidentale. Voilà, je ne vais pas être trop lent sur cela. Et enfin, le dernier point qui m'a marqué, c'est cette question d'être pris en étau pour un certain nombre de personnes, en particulier des jeunes, en particulier des femmes, qui mélangent qui portent en eux un certain nombre de facteurs de discrimination ou de sentiments de relégation, etc., qui, à mon avis, est apparu très fortement et qui nous rappelle que quand on parle de diversité culturelle et de discrimination à la fois, on ne peut pas oublier qu'il faut interroger ce qui traverse ou ce qui pervertit le mot culture, que ce soit des rapports de classe, et là je pense que le thème de la culture est excellent pour interroger la question de la condescendance culturelle, des signes de distinction, de la démagogie, du mépris de classe parfois, parce qu'on sait que c'est dans ce domaine culturel que ça se joue. D'autre part, ne pas oublier aussi la contre-culture, la contestation par l'expression artistique. Et là, c'est très difficile de se dire, bon, on va le prendre en charge à l'échelle municipale. Non, a priori, la contre-culture, elle n'est justement pas prise en charge, elle ne doit pas être prise en charge. Elle a une place dans le débat et dans la société. Et donc, voilà. Donc, maintenant, arrivons-en en propositions. Je ne sais pas si je vais y arriver, je suis un peu anxieux. Bon, en plus, je les ai faits dans l'ordre où ça venait dans les débats, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un ordre hiérarchique alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc je vais prendre, pour commencer, une proposition qui m'est arrivée de l'Observatoire de la diversité culturelle et qui est quelque chose d'assez consensuel, je crois, c'est qu'il faut favoriser auprès de la société civile, c'est-à-dire des différents acteurs associatifs et autres, et des institutions éducatives, une meilleure connaissance de la Convention qui relève du droit international, dont on a parlé ce matin, celle de la promotion et de la protection de la diversité culturelle. Ça, je pense que c'est une base. Et ça a été dit dans la dernière table ronde, absolument. Après, on y reviendra. Je pense qu'on pourra faire une discussion pour compléter. La première idée qui m'est venue, c'est de rappeler, et je ne sais pas comment le formuler, que la diversité culturelle n'est pas un label. En tout cas, si on la prend comme un label, on rate sa cible.
Donc il faudrait veiller à ce que la diversité culturelle ne soit pas instrumentalisée dans les instances ou opérations servant des intérêts dominants ou particuliers, notamment, comme ça a été dit le matin, lorsque les communautés, entre guillemets, sont instrumentalisées comme des clientèles. Donc ça, c'est un point important. Et deuxièmement, lorsque, et c'était encore plus tôt dans la matinée, le soft power se sert des produits culturels ou de la coopération linguistique comme outil d'hégémonie. Et je crois que là, sur tout le long de la journée, c'est un point qui me semble commun. Deuxième idée qui m'est venue, donc ce n'est pas dans un ordre hiérarchique, je vous le rappelle, l'idée qu'il faudrait toujours avoir à l'esprit, que la promotion de la diversité culturelle et l'égalité réelle dans l'exercice des droits ne peuvent pas être dissociées. C'est-à-dire que promotion de la diversité culturelle et lutte contre les discriminations devraient marcher la main dans la main et que ça pose visiblement pas mal de problèmes institutionnels, d'organisation des services, etc. Troisième idée, l'idée qu'il ne faut pas interroger la diversité culturelle sans interroger les rapports de domination qu'il y a derrière et qui ont historiquement structuré les sociétés, pas seulement la société en France, mais dans toutes les sociétés, y compris les sociétés de départ des migrants qui sont ici, etc. Et que ça s'est fait sur plusieurs siècles et que ces rapports de domination ont hiérarchisé les cultures et les langues, ont construit la notion de minorité ethnique, par exemple, et il ne faut pas non plus occulter de cette histoire les éléments sexistes, racistes et hétérosexistes, notamment dans l'histoire de la République française. Donc ça va poser des questions d'enseignement et d'éducation. De la même manière, comme pour les discriminations, je pense que la diversité culturelle n'est pas qu'une affaire de consommation. Au début, à un certain moment, on a parlé de consommation de produits culturels. C'est aussi une affaire de travail. C'est-à-dire que je pense qu'il faut reconnaître, si on s'intéresse vraiment à la promotion de la diversité culturelle, reconnaître les compétences dans le travail, quelle qu'elle soit, l'appropriation du travail comme moyen d'émancipation. Et je pense que ça, c'est un élément central qu'il ne faut pas écarter du débat. Quatrième point, ça c'est mon point de vue. Peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je pense que quand on s'engage sur la promotion de la diversité culturelle, il faut dénoncer le multiculturalisme enchanté qui ferait l'économie d'une analyse des facteurs des inégalités. Donc, c'est parce qu'à certains moments, on a entendu que le seul respect de la diversité, entre guillemets, peut, dans certaines situations, cohabiter avec des formes de ségrégation très fortes et très marquées. Donc la diversité n'est pas seulement culturelle, de même que le sexisme n'est pas seulement culturel. Il faut donc articuler les registres sociaux et économiques. Cinquième point, visiblement, il apparaît très important pour beaucoup de gens de mettre la question de l'accès au vote, au droit de vote et à l'éligibilité des étrangers aux élections municipales comme une condition première à la promotion de la diversité culturelle. Et après en avoir discuté avec Thibault, cette citoyenneté locale ne saurait se substituer à l'assouplissement préalable des critères d'accès à la nationalité. Il me semble qu'effectivement, nous sommes dans un débat qui est un débat politique sur la question de la nationalité et de l'accès à la nationalité. Dans cette perspective, je pense que l'on peut inciter à mettre d'ores et déjà en place des conseils pour la citoyenneté des étrangers dans les municipalités, comme cela a été fait à Aubervilliers et peut-être dans d'autres municipalités. Dans un sixième point, il est peut-être question maintenant de passer à des choses contraignantes. Faudrait-il contraindre les exécutifs, locaux, mais pas seulement locaux, publics, mais peut-être pas seulement publics, à la transversalité? Donc je pense que le point a été rappelé plusieurs fois, c'est-à-dire que, comme pour la question de la lutte contre... c'est-à-dire que en fait, les thèmes de la lutte contre les discriminations, la question de l'égalité réelle, la question de l'égalité femmes-hommes et la promotion de la diversité culturelle ne doivent pas être traités. Si elles sont traitées dans des départements ou des services qui sont séparés, ne doivent pas être traitées de façon segmentée. En fait, ce qu'il faut, c'est lutter contre la segmentation institutionnelle du traitement de ces questions entre les services et les départements concernés. Un septième point, c'est qu'il faut revaloriser tous les plurilinguismes en tant que compétences et en tant que richesse et remettre en question la question de la hiérarchie des langues. Il faut développer des outils de critique de la hiérarchisation de ces langues, notamment à l'école. Donc, valoriser la transmission et l'apprentissage des langues, y compris des langues dominées ou minoritaires, à l'école. Il faut identifier et valoriser les compétences linguistiques des personnels également sur les lieux de travail, notamment les personnels municipaux, mais peut-être autres, en particulier dans les métiers de contact. Cela a été soulevé également.
Ensuite, je pense que la question de l'activité déjà intense des associations de migrants doit être reconnue et encouragée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme s'il n'y en avait pas, il faut reconnaître qu'elles existent et reconnaître qu'elles sont importantes. Et il faut connecter aussi le rôle de ces associations de migrants à la question de la solidarité internationale, c'est-à-dire qu'elles sont rarement simplement locales, elles sont aussi liées à d'autres contextes. Donc à mon avis, c'est la dimension transnationale. Et ça, c'est un mot qu'on n'a pas du tout entendu aujourd'hui, et c'est quelque chose d'étonnant finalement, parce que moi je m'attendais à ce qu'on en parle beaucoup, de la dimension transnationale. Oui, il faut renforcer les moyens des collectivités territoriales à l'international et renforcer les moyens des associations pour faire fructifier la dimension transnationale, c'est-à-dire montrer qu'on n'a pas le nez dans le nombril franco-français, mais que bien au contraire, en ayant un pied ici, un pied là-bas, des contacts ici, des contacts là-bas, il se passe beaucoup de choses et qu'en général, ce sont les migrants nos guides. C'est-à-dire qu'on ne le fait que quand on a vécu la migration, et sinon on le fait relativement mal. Ce n'est pas une question de tourisme ou d'habiter touristiquement le monde. Ensuite, je pense qu'il faut veiller, et peut-être que ça, il faudra le mettre en premier, veiller à la participation effective des personnes aux différentes instances concernées. Donc, que ce soit les listes électorales, les conseils municipaux et autres assemblées représentatives, les partis politiques, les conseils d'administration, en particulier ceux des associations de promotion de la diversité culturelle elles-mêmes. La diversité doit être concrètement représentée, c'est-à-dire que l'important, c'est de donner la parole à ceux qui sont concernés par la domination culturelle. Et voilà. Donc inverser l'ordre du discours, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quelque chose qui est en fait beaucoup plus difficile qu'on ne le croit à mettre en œuvre. Je crois que je suis arrivé à 9, et en fait il m'en reste 5, je dois vous l'avouer. Donc je vais choisir entre une des 5, et je ne sais pas encore laquelle. Une petite seconde. Oui, je pense que... Alors, et après je vous dirai quand même celle auquel je pensais... je sais pas. Bon, il y a une question en fait qui nous a montré que c'est pas qu'une question culturelle, c'est aussi une question de droit. Et la question de droit, c'est une question de papier. Donc, j'ai l'impression qu'il faut aussi que nous interpellions les diverses instances d'exercice des politiques à l'endroit des étrangers et des descendants d'étrangers. C'est-à-dire que la promotion culturelle ne peut se faire tant que sont maintenues les entraves à l'accès au titre de séjour, au titre de citoyenneté et au titre d'identité des étrangers, des Français par acquisition, et des Français nés en France, descendants de parents étrangers. C'est ça que j'ai bien compris. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'une fois qu'on n'est plus étranger, c'est réglé, mais pas du tout. Oui, et donc, c'est ce que la personne rappelait à propos de l'élu qui avait des parents étrangers, qui étaient françaises, qui étaient élus, et qui avaient des problèmes à refaire son passeport. S'il y a bien des façons dont le racisme institutionnel, inconscient, involontaire, etc., s'exerce, c'est bien dans des situations de ce genre. Donc peut-être que ça, c'était les plus importants. Après, j'ouvre quelques pistes, mais je vous promets, je fais le plus simple et le plus rapidement possible. Moi, j'avais envie de proposer une réflexion sur le territoire, mais je pense que ça ne peut pas se mettre en proposition. C'est-à-dire que le territoire, on l'a entendu souvent. Et parfois, c'était territoire, virgule, et en fait autre chose. Par exemple, donner au territoire, virgule, aux enfants, quelque chose. Et ça m'a toujours interpellé, c'est que le mot territoire est devenu un mot qui nous sert à dire autre chose, en français, depuis une vingtaine d'années. Le territoire sert souvent de masque aux inégalités. Donc je pense qu'il faut essayer de dévoiler ce qui fait l'inégalité des territoires en rappelant l'histoire et la sociologie urbaine. Donc ça, c'est des connaissances importantes. Et deuxièmement, la question des localisations et de l'évolution des localisations des activités économiques. C'est-à-dire que là, on parle de quartiers qui finalement étaient des quartiers industriels, qui ne le sont plus ou qui le sont moins, et qui se sont transformés en termes de localisation des emplois, et qu'on a une déconnexion entre habitants et emplois offerts. Et je pense que les communes de la première couronne parisienne sont très très concernées par cette question. Dans ce thème, je pense qu'il faut aussi interroger la question des logiques d'évitement, c'est-à-dire que s'il y a des quartiers qui se sont spécialisés dans des ménages à revenus modestes, c'est parce que les ménages à revenus riches, enfin élevés, sont ailleurs, et que donc c'est pas une question qui les concerne eux seulement. Et donc, plus généralement, ça je me fais le porte-parole de la sociologie urbaine du moment, il faut déterritorialiser les questions sociales, qui appellent des réponses sociales en termes de politiques économiques et sociales transversales. Peut-être que la question des programmes scolaires est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que visiblement il faut conserver et revaloriser peut-être dans les programmes scolaires ce qui montre que la diversité est constitutive de l'histoire en France et dans les autres pays. Donc promouvoir l'approche globale en histoire, par exemple, promouvoir le dialogue interculturel, les écrivains qui sont porteurs de ces messages ou qui sont de la francophonie, etc.
et historiciser la question des processus de discrimination, c'est-à-dire que ce n'est pas des questions actuelles, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que ça existe, ça a des origines historiques, l'histoire du sexisme, l'histoire du racisme, et pourquoi pas l'histoire de l'hétérosexisme, si on veut être complet. Je pense qu'il était, et ça je reprends une proposition qu'on avait discutée avec Thibaut et Fulvio, qu'il faut soutenir et peut-être rendre obligatoire des plans d'action liés à la diversité culturelle dans toutes les municipalités de France, parce que là on parle de municipalités qui sont volontaires, et qu'on a d'autres municipalités où il ne se passe rien, voire il se passe des choses inverses. Donc notamment avec des soutiens variés, que ce soit la DRAC ou d'autres instances, afin d'étoffer l'offre, parce que le matin on a parlé d'offre, on a dit que c'était important l'offre et qu'il fallait attirer tous les publics, favoriser l'appropriation de cette offre par tous les publics, et inciter les programmateurs et les autres personnes concernées à donner la parole à ces publics dans la programmation elle-même, c'est-à-dire ne pas programmer pour les autres, c'est-à-dire ne pas imaginer ce dont les autres ont besoin avant de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et enfin, peut-être qu'il faut soutenir les actions concrètes déjà engagées, mais enfin bon, ça c'est vraiment quelque chose qui me concerne moi, mes préoccupations personnelles, parce que je m'interroge beaucoup sur la question de la pratique et de l'expérience. J'ai cru comprendre que ceux qui faisaient l'expérience concrètement, dans des moments de transmission, de pratique, de savoir, de connaissance, notamment dans les pratiques artistiques, visiblement, l'éducation populaire n'a aucune raison d'être démagogique pour donner accès à la culture à tout le monde, et notamment aux cultures savantes. Et j'ai l'impression que c'est bien la question de l'appropriation d'une expérience faite par les publics, même les publics qui ne sont pas préparés pour cela, qui n'ont pas des parents qui les ont préparés pour cela, que c'est une source d'émancipation, de considération de soi, et de conscience de sa place dans la société, qui a l'air visiblement irremplaçable. Et ça nous sort un peu du débat politique, il faut aller faire des choses concrètes. Je ne sais pas si j'ai répondu aux attentes de l'Observatoire. Je suis désolé de vous avoir un petit peu assommé avec ces propositions faites à toute vitesse, et je vous remercie beaucoup de votre attention.